son travail dans la cause sahraoui, président de l'association belgo-sahara occidentale, mais aussi le président de Coco. On a passé beaucoup de temps ensemble dans les camps de réfugiés, dans les batailles légales et politiques au Parlement européen. On se connaît depuis longtemps et j'ai toujours l'émotion de le rencontrer parce que les politiciens, les associations, la société civile et le peuple sahraoui ne sont unis à ce moment unique dans la lutte et la cause du peuple sahraoui pour savoir qu'on va avoir la raison et qu'on va gagner cette grande bataille légale, politique. Parce que pour le peuple sahraoui, vous savez, la légitimité, mais aussi la raison. Je passe avec profond respect la parole à M. Pierre Galland. Oui, merci Anna, c'est vrai ce que tu dis. Nous sommes militants d'une cause parfaitement juste, parfaitement conforme à l'ensemble des normes que la communauté internationale a élaborées pour permettre la coexistence entre les peuples. Et je vous remercie d'être là aujourd'hui, ici, ce 10 décembre, parce que le 10 décembre, c'est une date profondément symbolique. La communauté internationale célèbre la Déclaration universelle des droits humains. Et s'il y a bien un peuple dont on viole aujourd'hui les droits fondamentaux, c'est bien le peuple sahraoui. Alors, aujourd'hui, mon message, il est double. Il est d'abord la solidarité internationale, celle qui s'est réunie maintenant les 28 et 29 novembre dernier à Paris, pour énoncer face à la France, au sein même de l'Assemblée nationale française, un appel pressant pour que la France, qui est le berceau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a prétendu vouloir représenter ce qu'étaient aujourd'hui les droits les plus fondamentaux, cette France est en train de les violer. Cette France est en train de jouer un jeu purement intéressé et qui n'a plus rien à voir avec le respect des droits de l'homme, le respect du droit international et le respect du droit humanitaire. Et cette France joue un rôle important puisqu'elle est un des piliers de la Commission de l'Union européenne. Elle est membre du Conseil de sécurité. Alors, on appelle des pays qui sont comme la France, avec de telles responsabilités, à recadrer leur contribution à la paix, leur contribution au respect des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, suivant la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, la 49e conférence qui s'est tenue à Paris a été un moment fort pour définir un programme qui sera le programme que nous allons engager dans le monde, mais aussi ici à Bruxelles face à l'Union européenne, pour essayer d'amener l'ensemble des institutions, et l'ensemble des institutions tant onusiennes que européennes, à comprendre que pour aller dans le sens de l'histoire, il faut nécessairement qu'on soit capable d'entendre les revendications légitimes des peuples. Et aujourd'hui, vous pouvez constater que dans le monde, les populations du monde entier, comme à l'époque de la lutte contre l'apartheid, comme à l'époque de la guerre du Vietnam, eh bien, les populations du monde entier sont extrêmement sensibles à ce qui se passe en Palestine, à la manière dont on a été jusqu'à tolérer qu'un génocide se produise contre un peuple. Eh bien, ce signal des peuples doit être entendu. Et c'est une image que nous devons transposer pour le Sahara occidental dans la mesure où, s'il y a, je le dis toujours, s'il y a une certaine centralité de la question de la Palestine, il y a une exemplarité de la question et de la lutte du peuple sahraoui. Le peuple sahraoui a fait confiance aux institutions internationales. Il est allé à l'ONU, il est allé à la Cour européenne pour demander que ses droits soient respectés. Et l'ONU, l'Assemblée générale, a été très claire sur les droits des Sahraouis. Et l'Europe, dans ses juridictions, a été très claire sur les droits des Sahraouis. Et l'Union africaine est très claire sur les droits des Sahraouis. Aujourd'hui, il y a
à nos côtés, il y a tout le système juridique international est aux côtés du peuple sahraoui. Et c'est ça que nous voulons rappeler à nos autorités. C'est de leur dire, vous ne pouvez pas simplement faire comme si vous, l'exécutif, vous auriez tous les droits. Et c'est pourquoi il est tellement important qu'on se réunisse aujourd'hui dans cette salle avec nos amis de l'intergroupe parlementaire Paix pour le peuple sahraoui et des gens comme Anna qui, en tant que parlementaire, en tant que législatif, puisqu'il y a toujours trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire a été clair. Le pouvoir aujourd'hui législatif a une responsabilité de rappeler l'exécutif de la Commission à ses obligations. C'est cela que nous entendons dire. Et nous le disons haut et fort. C'est ce qu'a dit la conférence de la 49e ECOCO à Paris. C'est ce que nous allons dire pendant toute cette année, qui est l'année du 50e anniversaire de la lutte du peuple sahraoui. C'est ce que nous allons faire, et nous le faisons avec une capacité réelle. Celle de dire, écoutez, c'est un qui tout double. Ou bien vous revenez sur les rails du droit international. Ou bien les peuples vont se révolter. Les peuples ne vont pas se laisser simplement imposer des lois injustes. Les peuples ont cette capacité et ont témoigné dans toute leur histoire. Toute l'histoire de la décolonisation, elle est fondée sur la capacité de peuples qui ont pris les moyens nécessaires pour faire entendre leur voix. Et le peuple sahraoui en est capable tout autant que les autres peuples. Et c'est cela qui nous fait, à nous, qui nous donne une responsabilité d'être vos ambassadeurs, d'être traducteurs de vos aspirations et de dire aujourd'hui, vous avez le choix entre ou bien on suit un processus de paix, un processus de respect du droit international, du droit du peuple sahraoui, ou bien vous allez créer de plus en plus de tensions impossibles à régler sans que finalement les peuples ne se révoltent. Et c'est leur droit. C'est prévu par la Charte des Nations Unies. Donc c'est un peu ça le message. Quant à cette résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité a dit le droit du peuple sahraoui. Il a répété clairement le droit à l'autodétermination. C'est ce droit fondamental. Il n'a pas osé y déroger, il l'a dit. Il a mis en place la MINURSO et il a confirmé le mandat de la MINURSO pour l'année à venir afin de mener à son terme le processus de référendum pour l'application du droit à l'autodétermination. Il a clairement spécifié qu'il y a un peuple sahraoui et qu'il a cette autodétermination. Et il a clarifié que le représentant du peuple sahraoui n'est autre que le Front Polisario. Après ça, sur la pression de la France et des États-Unis, il a ajouté une phrase relative à comment faire la négociation. Et ils ont proposé que la négociation se fasse à partir d'une proposition d'autonomie faite par le Maroc en 2007. Proposition qui tient en 4 pages et qui n'a jamais été précisée. Proposition qui a été faite par toutes les puissances coloniales à leur colonie, toutes, avant de devoir se retirer. Et proposition qui, dans les propos même du roi du Maroc, signifie Sahara marocain. Aussi, nous disons non. Et nous appelons aussi l'ONU et nous serons devant les institutions de l'ONU ici à Bruxelles pour leur rappeler à leurs délégués qu'il y a une responsabilité. Et dans tout le travail qui a été fait à l'ECOCO, eh bien, c'était de clarifier ce débat et d'avancer au cours de cette 50e année, qui n'est pas un anniversaire, qui doit être une étape importante dans la restitution de l'ensemble des droits au peuple sahraoui. Et je terminerai simplement par un appel humanitaire en ce jour, humanitaire à la Commission, pour qu'elle ne déroge pas à ses obligations en termes d'aide aux réfugiés. La Commission est en train de revoir comment elle va équilibrer ses budgets. Quand on fait des budgets, c'est toujours sur les plus petits comptables. Et elle veut réduire l'aide aux Sahraouis. Eh bien, nous devons combattre cette proposition et exiger qu'on maintienne une aide correcte, conforme aux droits des Sahraouis, puisque le droit des réfugiés, il ne tergiverse pas en cette matière. Le dernier point, c'est en séjour.
en ce jour en particulier, c'est d'avoir une pensée émue et de plaider pour la libération de tous les prisonniers politiques sahraouis, aujourd'hui détenus illégitimement dans les prisons marocaines. C'est contraire aux règles des conventions de Genève. Et il faut le rappeler. Voilà ce que je voulais vous dire et me réjouir de vous voir ici présents et de savoir que tout à l'heure, nous manifesterons ensemble devant les institutions européennes, en particulier devant l'institution en charge des relations européennes avec le reste du monde. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, M. Galland. Comme toujours, la responsabilité, les compromis, mais aussi la grandeur de regarder l'avenir, parce qu'on aura un avenir pour la libération des prisonniers, mais aussi la responsabilité que nous avons comme parlementaires. On vient d'écrire une lettre à la Commission européenne sur la situation humanitaire, et on est chaque semaine avec la pression politique, comme on a eu ça fait 2 semaines à la plénière, mais aussi à la Commission de Commerce Internacional. Je change de langue, paso ahora a darle la palabra a una persona que desde luego ha sido fundamental en toda la lucha política y jurídica, en su representación diplomática, como es el representante especial del secretario general de Brahim Ghali, del secretario general del Frente Polisario, el compañero Ubi Bushara. Y digo compañero porque precisamente gracias a las personas que están en la delegación del Frente Polisario en Bruselas, él era el anterior responsable, pero ahora ya tiene este papel más internacional, ¿no? Gracias a ellos, gracias a Basiri, gracias a la compañera también del Frente Polisario en Bruselas, gracias a toda la delegación del Frente Polisario, nosotros tenemos también mucha información y también un diálogo constante. Porque nosotros no vamos a recibir a Marruecos. No, porque Marruecos está usurpando vuestros recursos. Nosotros nos reunimos con el Frente Polisario para tener siempre presente la lucha del pueblo saharaui. Y por eso, en esa batalla legal, en la Comisión Europea, en el Parlamento y también en la Corte Europea de Justicia, ha tenido Ubi Bushara un papel fundamental. Tienes la palabra. Buenos días, gracias Ana, y pues también extender las gracias al intergrupo por su activismo, por su presencia y por la labor que está desempeñando para acompañarnos en esta batalla que es verdaderamente una batalla determinante para la lucha de nuestro pueblo. Es cierto, como bien has indicado, que nos encontramos en un contexto particularmente determinante, no solamente en cuanto a los acuerdos económicos, pero también a la lucha de nuestro pueblo y al futuro de nuestro pueblo en su dimensión global. El título el tema principal de esta conferencia es alrededor del impacto político de esos acuerdos sobre el futuro de la descolonización y la autodeterminación en el Sáhara Occidental, y se ha elegido porque la tesis principal de los promotores de parte de la Comisión, de parte de algunos estados, de seguir con este limbo jurídico es siempre avanzar esta tesis con la cual los acuerdos tienen solo un objetivo económico que no tiene ninguna trascendencia política. Y la verdad es una tesis falsa. Y pues y quiero desarrollar en este sentido unos elementos. Los acuerdos siempre fueron presentados por parte de la Comisión con una sola finalidad: garantizar un cierto desarrollo del territorio del Sáhara Occidental. Y con esta justificación se ha también justificado esta
esta forma poco transparente, poco democrática, con algo de forcing hacia casi todo el mundo, intentar de imponer un hecho consumado sobre todo el mundo mediante el procedimiento para llegar a la firma del último acuerdo, con lo cual, si no llegamos a firmarlo, pues la economía del territorio va a desaparecer y ahí, por consecuencia, los saharauis, el pueblo saharaui va a sufrir. Y realmente esto no tiene nada de verdad, y si la tiene es solamente parcial, que es ayudar a Marruecos a asentar su ocupación militar en mejores condiciones económicas, consolidar su ocupación económica y sobre todo demográfica del territorio, que es el principal obstáculo hoy que afronta el pueblo saharaui, que afronta la comunidad internacional para descolonizar el territorio del Sahara Occidental. Habéis visto todo el debate alrededor de la última resolución 2797. Ha quedado claro esta vocación o esta inclinación por parte del Consejo de Seguridad a abrazar el hecho consumado de la ocupación mediante esta tesis de autonomía. Y allí realmente donde entran estos acuerdos económicos para fortalecer y para consolidar este hecho consumado y luego la ocupación del territorio en su conjunto. Para entender esto también hay que recordar que los acuerdos actuales firmados entre la Unión Europea y Marruecos tienen su origen en la colonización histórica del territorio y sobre todo, o mejor dicho, la mala descolonización del territorio del Sahara Occidental. Esto se herede de los acuerdos de Madrid, y cuando España se integró en la Comunidad Europea y luego la Unión Europea en 1985, los acuerdos de Madrid y los intereses de Madrid, de España, que fueron garantizados mediante estos acuerdos, fueron integrados en el programa de la acción económica exterior de la Unión Europea. Y esto realmente justifica este activismo de los diferentes gobiernos de España para defender y para seguir presionando para que los acuerdos pues vayan aplicándose a pesar de las diferentes decisiones de la Corte de Justicia de la Unión Europea. El impacto que perjudica los derechos inalienables del pueblo del Sahara Occidental es un impacto multidimensional. Primero, y es realmente lo más importante, viola directamente, frontalmente, el derecho a la autodeterminación, al menos en 2 de sus 4 componentes principales, que son, como ya sabéis, que el derecho a la autodeterminación pues, se compone de 4 componentes, que es la unidad territorial y luego la unidad nacional del pueblo, la soberanía sobre los recursos naturales y el poder de decidir el futuro del pueblo. Entonces esto viola primero del derecho a la autodeterminación la primera componente, que es la soberanía del pueblo del Sahara Occidental sobre sus recursos naturales, porque no se hace directamente ni con el pueblo ni contar con su consentimiento. Segundo, la inclusión del territorio en el Sahara Occidental mediante estos acuerdos dentro del espacio geográfico de Marruecos rompe con el segundo principio, que es la integridad territorial del Sahara Occidental y sobre todo con su estatus jurídico internacional que es un territorio no autónomo en vía de descolonización, y también con uno de los principales principios de la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea, que es que el Sahara Occidental y Marruecos son 2 territorios distintos y separados. Y por consecuencia, este tiene impacto importante sobre la tercera componente, que es
el derecho del pueblo titular a la autodeterminación a decidir su futuro y el estatus definitivo del territorio del Sáhara Occidental. Perdón. También si se sitúan estos actuales acuerdos en el contexto histórico de las relaciones de la Unión Europea y Marruecos, queda muy claro la presencia aún de la sombra terrifiante para los europeos de la declaración de Hassan II a Jacques Delors, finales de los años 80, cuando le dijo: a falta de poder exportar nuestros tomates al mercado abierto, acabaremos exportando terroristas a Europa. La mala interiorización crónica por parte de la Unión Europea de esta amenaza es lo que explica este limbo legal, donde parece que la Comisión está dispuesta a continuar violando sus propias leyes, su propio derecho, por temer a estas represalias de Marruecos. Los acuerdos actual y anteriores, pero también los que podrán venir luego, solo benefician a financiar la ocupación del territorio del Sáhara Occidental y en ningún momento a su pueblo titular del derecho a la autodeterminación. Y para nosotros, si no fuera por estos acuerdos, Marruecos no habría podido sostener a la larga la ocupación del territorio del Sáhara Occidental. Más allá de los reportajes de algunas cadenas de televisión europeas, sobre todo francesas, TF1, France 2, BFM, entre otros, que son reportajes turísticos y de pura propaganda, los saharauis en el territorio bajo ocupación viven marginalizados, empobrecidos y en total exclusión social. Por supuesto, no hablo de la minoría de los instrumentos humanos que Marruecos utiliza en el conjunto de su propaganda. Ahora Marruecos está activo en su tercera fase de ocupación estratégica del territorio del Sáhara Occidental, que es la ocupación económica, exactamente con el objetivo que es enterrar el proceso de descolonización mediante hechos consumados sobre el terreno. Sabemos que la primera fase estratégica de ocupación fue la ocupación militar, y luego que se completó con la segunda fase, que era la ocupación demográfica del territorio, con la invitación a colonos marroquíes a venir a instalarse en el territorio, y ahora Marruecos está en pleno proceso de esta tercera fase de ocupación al territorio del Sáhara Occidental. Y esta fase económica tiene como objetivo, primero, legitimar la ocupación con la implicación de actores económicos internacionales, que esto insinúa un cierto reconocimiento al hecho consumado sobre el terreno. Dos, establecer una cierta dependencia del mercado internacional, sobre todo europeo, y especialmente en cuanto a la energía renovable, a la ocupación como realidad irreversible. Tercero, crear mejores condiciones para Marruecos, por supuesto, para una colonización demográfica que consolida el hecho consumado y lo presenta como algo irreversible. En esta fase de ocupación económica, que tiene, como he dicho, como objetivo central enterrar el proceso de descolonización, en este contexto entra exactamente el acuerdo firmado recientemente entre la Unión Europea y Marruecos, y el pesquero, que parece que está en proceso de negociación entre Marruecos y la Unión Europea. Pero también
entra la importancia de movilizarnos todos cara a las próximas citas de la conclusión de los acuerdos y su ratificación por el Parlamento Europeo. El 26 de noviembre, el último 26 de noviembre, se ha perdido el voto técnicamente por la mínima, pero se ha ganado políticamente por una mayoría clara. Es un momentum que hay que aprovechar, tumbar los acuerdos desde el Parlamento Europeo, que es la sede del poder legislativo y popular de los pueblos de la Unión Europea, no supone solamente un acto de defensa de la palabra de los jueces y las sentencias de la Corte, sino también y sobre todo un acto de justicia, de humanidad y de alineamiento a los valores de Europa y no los pequeños cálculos egoístas de nociones geopolíticas. Una parte importante del futuro de la descolonización de nuestro territorio se juega hoy en Europa y tenemos la obligación de ganarla. Nosotros estamos conscientes de ello, Marruecos y la Comisión lo están también, y es en el Parlamento Europeo y en las próximas semanas, en los próximos meses, donde realmente los parlamentarios tendrán la posibilidad de arbitrar. El último voto, el 26 de noviembre, fue un buen indicio que estamos en el proceso de construir una gran mayoría. Esperamos a que esto pues siga progresando para tumbar los acuerdos desde el Parlamento Europeo y no tener necesidad a que los jueces se pronuncien de nuevo sobre la ilegalidad de estos acuerdos. Esto depende de la movilización de todos, pero sobre todo de los amigos dentro del Parlamento Europeo, y doy las gracias a Ana y al intergrupo en su conjunto, y los amigos también en los diferentes grupos políticos en el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, y sin duda esa presión política que tenemos que hacer desde los grupos que configuramos este grupo de amistad, intergrupo del Parlamento Europeo con el pueblo saharaui, porque cada voto importa. Hemos perdido escasamente por 2 votos esa votación tan importante, pero vamos a ganar la siguiente, estoy segura. Y es muy importante lo que dice nuestro orador, que la movilización y la solidaridad tiene que ser la base. Por eso os invitamos también a venir hoy a la manifestación que va a haber aquí delante, y Polisario vencerá siempre. Y ahora estamos esperando por la intervención de Andreas Schrieder. Va a venir ahora, ¿no? ¿Quieres que abramos turno para intervenciones? Claro. Abrimos un turno de intervenciones. Si vous voulez demander, if you want to ask to our speakers, it's open. ¿Quieres añadir algo más? Oui, s'il vous plaît. Question pour Monsieur le ministre. Présentez-vous, pour dire qui vous êtes, tout. Oui, je suis Mohamed Salem, journaliste sahraoui, indépendant. La question pour Monsieur le ministre, c'est ce que j'ai compris, que toujours il y a une porte devant nous, il y a une bataille encore devant nous, et que la décision de la Commission, c'est pas définitif. Donc il y a encore devant les parlementaires, il y a toujours la question est toujours posée. C'est ça que j'ai compris. Donc la lutte, toujours nous avons encore des chances de gagner la bataille. Est-ce que c'est comme ça? Merci. Oui, tout à fait. En fait, comme vous savez, il y a toute une série de procédures à suivre pour la ratification de cet accord. Normalement, dans le cas normal, la Commission
aurait dû choisir la voie normale, qui est la conclusion de cet accord, qui implique que le Parlement européen vienne dans une phase pour ratifier cet accord. Cette fois-ci, différemment aux années passées, la Commission a choisi un mode un peu express dans cette logique de vouloir imposer tout ça sur tout le monde, et a choisi d'abord, même au sein du Conseil de l'Europe, des États membres de l'Union européenne, ils ont choisi le vote écrit comme procédure. Donc il n'y a pas de débat entre les États. À partir de Bruxelles ici, ils envoient au pays, aux capitales, et le vote, ils le reçoivent en écrit. Donc il n'y a pas de débat. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils ont opté pour ce qu'on appelle l'application provisoire. C'est-à-dire, ça, il leur permet un peu de passer outre le Parlement européen et de signer un accord en application provisoire en attendant qu'il y ait le processus normal qui mène vers la conclusion de l'accord, là où le Parlement aura la possibilité de voter, de ratifier cet accord. Et bien sûr, le troisième élément, ils ont fait ça, négocié ça totalement avec le Maroc, sur le dos du peuple du Sahara occidental, sur le dos du Parlement européen, et je dirais même sur le dos des pays membres du Conseil de l'Union européenne. Une fois l'accord est signé et entré en vigueur à partir du 3 octobre 2024, s'ouvre la deuxième phase, qui est vers la conclusion finale de cet accord. Nous, en tant que Polisario, on n'a pas attendu jusqu'à la conclusion. On a décidé d'attaquer l'accord, la signature de cet accord, et on va déposer bientôt un recours devant le tribunal de l'Union européenne. Mais une fois conclu, et j'espère qu'il ne le serait pas, parce que tous les indices sont là, il y a une majorité qui est un processus de constitution, et pour la première fois de différents groupes politiques, et je dirais même lidéré par la droite pour la première fois, qui est contraire à cet accord. Donc, on va attaquer, mais une fois est conclu, on attaquera aussi le deuxième acte de conclusion de cet accord. Donc ça, c'est sur la partie un peu technique de la procédure. C'est la partie politique maintenant, et depuis que la Commission a fait ce choix, au sein du Parlement européen, bien sûr, il y a deux éléments principaux qui ont fait que même des groupes politiques qui sont a priori, qui n'ont jamais été contraires aux décisions de la Commission, surtout vis-à-vis du Maroc, commencent à se mobiliser dans l'autre sens. D'abord, c'est la manière dans laquelle la Commission a amené tout ce processus. Deuxièmement, c'est le fait qu'il y a un danger réel pour les agriculteurs européens après l'application de cet accord. Il y a des clauses dans cet accord, surtout dans l'annexe qui est une déclaration unilatérale de l'Union européenne, de la Commission, là où il s'engage de faire des investissements précis dans le territoire du Sahara occidental, qui va multiplier les problèmes auxquels les agriculteurs européens ont fait face depuis toujours avec les accords. Il y a cette compétition un peu déloyale entre les agriculteurs marocains au Sahara occidental occupé et les agriculteurs européens. Si par exemple le coût de production d'un kilogramme de tomates cerises à Dakhla est à 1 euro, il serait commercialisé dans le marché ouvert en Europe pratiquement avec un abattement tarifaire total, donc sans tarif,
Donc, il rentre sur le marché pratiquement, il est commercialisé sur le marché pratiquement avec le même coût de production. Alors qu'un agriculteur européen, il le produit avec un coût, par exemple, de 5 euros, le même kilo de tomates cerises, mais il serait toujours obligé à payer des taxes. Donc, c'est pratiquement, ça va rendre impossible que les agriculteurs européens puissent continuer avec leur production et commercialiser en Europe. Il y a des engagements de la Commission de financer des projets importants pour l'eau, l'irrigation et l'énergie. Et ça va donner au Maroc la possibilité de multiplier par 10 les champs à cultiver pour produire, et donc accentuer encore une fois le problème des agriculteurs européens. Et ça a eu un effet important à l'intérieur du Parlement européen, surtout les formations politiques de droite qui se mobilisent contre cet accord. Bien sûr, en plus du fait qu'il y a toute une fatigue au sein du Parlement, au sein des institutions européennes dans son ensemble, de ces limbos légaux qui ne trouvent pas fin. Et il y a une exposition de l'Europe dans son ensemble, de sa valeur, de sa capacité de respecter ses valeurs, de ses principes, surtout dans le monde, qu'on décide ici, les juges ils décident ici quelque chose, et alors le pouvoir politique l'applique exactement au contraire. Et c'est à chaque fois qu'on revient à la Cour, donc c'est les juges exactement qui confirment le même. Il y a cette sorte de fatigue. Et on peut bien être bien avec le Maroc, mais sans qu'on soit contraire ni aux droits, ni aux principes, ni aux intérêts de notre peuple. Voilà un peu si je peux ajouter aussi, c'est aussi que l'Union européenne doit respecter les droits internationaux et les droits européens. Et il y a les arrêts de la Cour qui sont vraiment clairs. Et ce qu'on ne veut pas, et je pense que ça s'élargit aussi dans le Parlement européen, l'idée politique, il a rassemblé, mais aussi l'idée de compétition, de que les produits agricoles européens vont être touchés pour cet accord léonine, mais aussi l'idée politique que les richesses du peuple sahraoui sont aussi spoliées. Et c'est une idée vraiment de légitimité. Et je pense que cette idée, ça a pris aussi dans une part de la droite, une part de Renew, pas les Français, mais oui, dans les groupes, il y a des Hollandais qui sont avec nous, et on a élargi beaucoup. Et aussi la position du gouvernement espagnol, je dois dire que c'est une honte. C'est une honte. On vient de se réunir maintenant avec le Maroc dans un sommet bilatéral, avec le chantage total politique du Maroc sur une question que c'est totalement illégal. La Commission européenne est venue avec une procédure que ce n'est pas normal. S'il est fait dans un autre accord, ça sera la tempête politique, mais comme c'est l'accord avec le Maroc, et le Maroc fait le chantage tout le temps dans les institutions européennes, c'est ça qu'on donne notre préoccupation, et aussi on a élargi aussi les chambres de vote. Je pense qu'on a perdu pour 2 votes, mais on va gagner. On ouvre, madame, s'il vous plaît, señora. Je voudrais poser une question en arabe classique, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui peut traduire ma question. ¿Alguien puede traducir del árabe? Can you translate? Basiri. محمد فاضل قلت Basiri n'est pas là. Ok. أولا أود شكر جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي السيد بيير كارون على رأس السيد بيير كارون والمجموعة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي على رأسها أمنة وأيضا السيد الوزير. شكرا. سؤالي متعلق بقضية المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي. هل ترون أن هناك أمل في الأفق يعني لإطلاق سراحهم خاصة
حريتهم أصبحت واضحة، وخاصة أيضا بعد قرار لجنة الاعتقال التعسفي بجنيف الذي قضى على على إطلاق خاصة مجموعة بدي ميزيك، ويعني محاسبة أيضا جلاديهم وتعويضهم عن كل يعني الفترة التي قضوها في السجن ظلما وجورا. هذا هو السؤال. شكرا لك. La question se rapporte directement à la situation des prisonniers politiques sahraouis. Et donc, elle demande est-ce qu'il y a un espoir de voir justement se concrétiser, notamment les appels du comité de droits de l'homme de Genève et ce que vous faites comme soutien comme ça. Et j'ai oublié de me présenter, Fatima Toubarak, membre ici de la diaspora sahraoui ici en Belgique et aussi membre de l'association Erastissa Guéry. Je vais d'abord compléter un peu, si vous me permettez, la réponse à la question précédente. En fait, il y a aujourd'hui, aux côtés du Parlement, l'ensemble des syndicats agricoles européens qui ont perçu combien le jeu injuste que joue l'Europe avec le Maroc pour aller en fait obtenir des produits à bon marché, de poursuivre le pillage des ressources. Et du côté syndical, nous avons eu au cours de la conférence à Paris vraiment un réel appui et une réelle prise de conscience que les enjeux et les manipulations de l'Europe se font finalement sur le dos des Sahraouis et sur le dos des agriculteurs européens. Et c'est comme cela aussi que, à partir de là, les consommateurs sont concernés. Et que les consommateurs ont régulièrement, dans des pays de l'Europe, pris position parce qu'ils sont sensibles aussi à ce genre de spéculation autour d'un produit. Donc j'insiste sur le fait qu'il y a cette colère paysanne aujourd'hui qui s'est exprimée à travers le Parlement, c'est eux qui ont fait une pression et c'est eux qui vont continuer à faire cette pression. Et le deuxième volet de cette situation, c'est que déjà un syndicat est allé en justice contre les décisions européennes par rapport au fait qu'il y a un arrêt de la Cour. Et donc, la Cour et son arrêt donnent tant aux syndicats qu'aux organisations et associations européennes des moyens de recours dans l'ensemble des violations qui sont commises à l'égard des Sahraouis dans l'exploitation de leurs ressources naturelles, de l'ensemble de leurs moyens de créer leur propre richesse dont ils sont spoliés. Donc il y a vraiment différentes portes qui sont encore ouvertes et qui seront utilisées. Par rapport aux prisonniers politiques, c'était aussi à Paris un point essentiel qui a été développé suite à cette magnifique expérience et témoignage qui a été fait par la marche entreprise à partir de la France, à travers toute l'Espagne, pour aller vers les prisonniers, pour dénoncer la situation de ces prisonniers, exiger la libération de prisonniers qui ont été condamnés de manière parfaitement injuste et injustifiable. Alors, là aussi, nous sommes aujourd'hui le 10 décembre. Le 10 décembre, c'est la réaffirmation des droits fondamentaux des prisonniers, des gens qui sont privés de leurs droits fondamentaux, les droits humains. Et donc, oui, dans le programme qui a été défini à Paris, nous avons pris une série de mesures et de propositions pour engager un combat, pour faire connaître quelle est la situation des prisonniers politiques sahraouis aujourd'hui dans les prisons marocaines. Quand je dis prison marocaine, c'est parce que c'est contraire aux conventions de Genève. C'est interdit pour un occupant d'arrêter des gens et de les mettre en prison dans le pays occupant. Et donc nous allons aussi poursuivre le travail qui a été engagé durant la marche qui est allée jusqu'à l'interdiction de la descente du bateau. Aujourd'hui, vous savez que plus de 300 délégations de parlementaires, d'associations des droits de l'homme, de juristes, d'avocats ont été refoulés lorsqu'ils sont arrivés dans les territoires. Et donc nous allons aller plaider la cause
des prisonniers à Genève, mais pas seulement à Genève, nous demandons depuis maintenant plus de 10 ans que la question de la protection des droits humains des Sahraouis soit intégrée dans le mandat de la MINURSO. Donc on va poursuivre ce travail et nous serons extrêmement vigilants pour maintenir la pression en faveur de ces prisonniers qui sont des résistants extraordinaires par les actions qu'ils mènent, les grèves de la faim qu'ils ont engagées, la manière dont ils envoient des messages que nous recevons et qui sont porteurs d'espérance pour tout le peuple sahraoui. Monsieur, le micro. De la diaspora sahraouie en Belgique. Je vais poser une question sur les Ismaël Béchir. C'est seulement il y a un peu je pense il a un peu répondu à la question qui est posée par notre collègue là-bas. Mais est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un petit peu de détails? Nous savons très bien que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, c'était définitif et sans appel. L'arrêt du 4 octobre 2024. Est-ce qu'il y a une possibilité d'aborder et expliquer la faille juridique pour laquelle exploiter pour les conseillers de la Commission pour essayer de renouveler cet accord? Un peu de détails. Merci beaucoup. Bon, moi je ne dirais pas que c'était une faille juridique, sinon une petite fenêtre qui montre une certaine flexibilité de la part du juge à permettre qu'il y ait que ces accords puissent continuer, mais dans le strict respect des décisions, des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette petite fenêtre, c'est celle du consentement présumé du peuple du Sahara occidental. Parce que le tribunal, dans son arrêt du septembre 2021, avait décidé d'annuler les accords sur la base qu'il n'y a jamais eu un consentement explicite du peuple du Sahara occidental titulaire du droit à l'autodétermination à travers son représentant légitime qui est le Front Polisario. Ça, c'était l'arrêt de 2021 du tribunal général, de la Cour générale, du tribunal de l'Union européenne, parce qu'il y a la première instance qui est le tribunal, il y a la Cour de justice qui est la haute chambre. Donc cet arrêt, il y a eu les appels introduits par la Commission et le Conseil contre cette décision, et c'est la Cour qui s'est prononcée le 4 octobre, confirmant le critère du tribunal, refusant, pratiquement déclinant les recours de la Commission et le Conseil, mais elle a laissé cette petite fenêtre concernant le consentement, que la norme, c'est la norme que le consentement soit explicite, mais il y a une possibilité d'une exception qui soit présumée comme il y a eu un consentement s'il y a une série de conditions qui sont respectées. D'abord que cet accord doit produire, d'abord il ne doit pas produire des obligations pour le peuple du Sahara occidental, sinon des droits. Et ces droits doivent être concrets, substantiels, vérifiables et proportionnels à l'exploitation de ressources naturelles, ce qui est en pratique impossible de réunir. La Commission a identifié cette fenêtre comme une entrée pour contourner les décisions de la Cour. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait exactement une interprétation abusive, malhonnête
et aux yeux de tout le monde aujourd'hui, ne peut pas résister le jugement de la Cour. Il trouve déjà beaucoup de difficultés, même au sein du Parlement européen. Le même Parlement européen qui a ratifié l'accord en 2019, janvier 2019, avec une majorité écrasante, 444 parlementaires. C'est le même Parlement aujourd'hui qui était sur le point de faire tomber l'accord avec 359 votes à une seule voix, pratiquement. Ce n'était pas l'accord dans son ensemble qui était soumis, mais pratiquement le point central qui est l'étiquetage des produits, qui implique beaucoup de choses en relation avec les arrêts de la. Et quand la Commission a voulu mettre en pratique le consentement présumé, d'abord, ne pas créer des obligations pour le peuple du Sahara occidental, et là, par cette histoire d'étiquetage, qui reprend la dénomination du découpage administratif utilisé par l'administration d'occupation, Dakhla Wadi Dhahab, la Youn Sagia Hamra, ça implique une certaine reconnaissance à la souveraineté du Maroc sur le territoire. On crée des obligations pour le peuple du Sahara occidental. Donc le consentement présumé n'est plus là. Et même quand on va pour les droits qui sont théoriquement créés par cet accord, et d'abord, même pour le droit, la Cour part sur l'accord. Mais la Commission a fait seulement un annexe d'une déclaration unilatérale qui n'implique que la Commission, mais pas l'autre partie qui signe l'accord. Parce que pour créer des droits pour un tiers, il faut le reconnaître. Et le Maroc ne reconnaît pas le peuple du Sahara occidental comme un peuple titulaire de droit à l'autodétermination. Pour cela que la Commission a suivi le jeu du Maroc et a fait cette déclaration unilatérale à la marge de cet accord. Et à l'intérieur de cette déclaration unilatérale, il y a des déclarations d'intention à faire des investissements colossaux dans les infrastructures qui aident seulement le Maroc et qui n'impliquent aucun intérêt, ni concret, ni substantiel, ni proportionnel, ni vérifiable pour le peuple du Sahara occidental. Sinon, vraiment, porte des préjudices pour les agriculteurs européens seulement. Deuxième chose, pour les réfugiés, parce que la Cour a décidé que le peuple titulaire du droit à l'autodétermination se trouve pratiquement partagé dans 3 espaces géographiques. La majorité, la moitié, se trouve dans les camps de réfugiés. Le quart sous occupation et l'autre diaspora dans les pays voisins en Europe et ailleurs. Ça, c'est le peuple titulaire du droit à l'autodétermination. Et donc, il y a la souveraineté sur les ressources naturelles. Quand il s'agit des réfugiés, l'accord, cette déclaration dit intensifier l'aide humanitaire pour les réfugiés sahraouis. Mais l'aide humanitaire, c'est la charité. Ça n'a rien à voir avec les ressources du peuple du Sahara occidental. D'ailleurs, c'est un processus qui était sur place depuis beaucoup d'années. Et ça, de la générosité de l'Europe, mais ça n'a rien à voir. On ne peut pas faire la charité avec un peuple, avec ses propres moyens. Donc ça, c'est pas exactement. Et pour cela qui va tomber devant la Cour. Merci. Avant la dernière question, I give the floor to our dear colleague Andreas Rieder. He was the former president of the Intergroup Western Sahara, and he's an active member and sharing also president now, also in the battle of the Sahrawi people. You have the floor, Andreas. Yeah, thank you, and thank everybody who is here and for the attention. And sorry for coming later, but as we discussed the situation and the issues very regularly, we're completely on perfect. Oops, we lost the microphone. Online, maybe. So whoever wants to put, you can put now. Yeah. Excuse me. Non, c'est pas tes problèmes.
Okay. No, I think I've 4 short points to mention today. The first is today is the 10th of December. It's the International Day of Human Rights. And it is, again, a very sad day because human rights are not applied to everybody on our nice planet. And we have to say that the situation of the people of the Western Sahara, the Sahrawi people, is not good, and there is a complete breach of a human rights situation. What kind of human rights? A lot of. The right of self-determination, the right of being recognized, the right also to live your own life of family and all these issues, because half of the population, or a high percentage, is in exile, has to sit in the refugee camps, and those which are in the occupied territories are even threatened every day by being violated their personal right, imprisoned, recognized, no job chances, and so on and so on. And I think it is a day where also here in the European Parliament we have to remind this, and also here in the European Union we have to remind this situation, because it's not an African problem. It is on the African continent. And it is, of course, people who are, let's say, belong to Africa, but it is a problem of unfinished European decolonialization, and it's still a lot of not very nice activities also of European governments in this attitude. Coming, therefore, to my second point. Europe and the European Union defines itself as an entity of law, where the rule of law is the strongest value which we have. And I think this is very good. And for this, we established also our institutions, which is the European Court. And the European Court also took some decision on the trade agreements and on the question of the Western Sahara. And therefore, if the European Court takes this decision, all entities of the European Union have to respect it. This includes also the European Commission, and it includes also the European Parliament and the Member States and the Member States' government. And we have to assess today these decisions of the European Court are being ignored and are being, let's say, bad treated by the European Commission and also by some governments in order not to establish what the court decided, but to try to re-establish through the back door a new trade agreement. And this includes also that if products are imported to Europe, they have to be labeled as produced in Western Sahara and cannot be labeled as Moroccan origin. I'm not blunt. I also understand that there is economic interest behind and that there are governments behind, but I think especially on a day like today, we have to be coherent. If we are in favor of human rights, if we are in favor of a rule of law, then we have to respect it. If we like it or we don't like it. In this case, I like the decision of the European Court also to say this. And third point, I think the situation of the Western Sahara is due time to be solved. And it's let's say it is compared with the big problems which the world has, with a little attitude of the European Union and the international community to push for a solution. I think the chance is there. And therefore, I'm also calling on all the governments and the European Commission and the High Representative also to use the chance, the door, and to push for a solution. We know negotiations are taking long, but we need to have this effort now. We cannot ignore it and not let the people of Western Sahara pay the price for geopolitical, so-called geopolitical interest, which is even a wrong interest, by the way, of some member states. And the last point I want to make is, I think, the personal most affecting and dramatic one. It is unacceptable that anyway, in the last years, much too few humanitarian support to the people in the refugee camps is even cut down now again. Whoever has visited these poor people sitting there in the desert in the refugee camp, waiting for their freedom, being insufficient supplied by food and the sources of humanitarian aid, even cut more down, is unacceptable. And I think this we have also to say that this is, we have to cry out very loud on this issue, because this was the latest decision also to cut this human aid, and this is unacceptable. And also
we had been there also as European Parliament. We also watched, I have to say this, we watched also the distribution of the UN and all the sources. Everything is going fine there, so there are people really try to put the resources everywhere. But if not enough is coming, the pressure on the people is getting higher, and this we also cannot accept. Besides this, that especially in these days before Christmas, everybody speaks about solidarity, loving your neighbors. And if Europe, let's say, has a little rest of humanitarian belief, then also you should not cut the humanitarian aid. Vous avez une question, la dernière question avant de partir. De l'Institut Franzano pour la paix et le développement durable à Bruxelles. Ma question s'adresse particulièrement à Madame Lerodin. Pour expliquer les violations du droit international, du droit européen par l'exécutif, notamment des tentatives par l'exécutif européen et par certains États européens, malheureusement, vous avez à 2 reprises parlé de chantage du Maroc. Est-ce que vous pouvez donner des précisions à cet égard et est-ce que vous entrevoyez des moyens pour déconstruire, pour faire face à ce chantage-là? Merci. Oui, merci à vous pour la question. Les chantages s'appliquent avec la question qu'a mentionnée M. Bouchard, c'est la question d'utiliser toujours l'immigration de Maroc vers l'Espagne, vers la France, comme un outil de pression et chantage vers l'Europe. On ouvre la frontière, on ferme la frontière. Après, tous les intérêts géopolitiques, mais surtout économiques que le Maroc a aussi vers l'économie et vers l'exportation. Surtout quand tu prends des produits qui ne sont pas de ta propriété, qui sont du Sahara, et tu les vends à ton nom partout l'Europe, comme le cas des tomates ou le cas d'autres produits agricoles. Mais aussi, les chantages, ça passe au Parlement européen. Le lobby du Maroc, c'est terrible. On a eu le Morocco Gate, c'était pas simplement le Qatar Gate, c'était le Morocco Gate. Les autorités du Maroc, la diplomatie marocaine étaient toujours au Parlement pour faire la pression à certains groupes politiques et certains députés européens pour introduire ces intérêts. Et ce n'est pas vraiment acceptable. Et aussi l'espionnage, c'est là, c'est prouvé par les institutions européennes. Les lobbies qu'ils font aussi dans la Commission européenne, pourquoi il n'existe pas une task force Sahara occidental s'il existe une task force de Maroc? On a demandé aussi à la Commission. Et nous, les membres de ce groupe d'amitié, on a vraiment la lutte toujours dans notre travail et on ne se laisse pas faire pour le Maroc parce qu'ils font le lobby avec certains députés, surtout les députés français du Rassemblement, ça on le voit vraiment, non? Qu'il y a un lobby du Maroc présent et on devait pressionner même pour que les Polisario, les légitimes représentants du Sahara occidental, soient présents dans les commissions comme la commission de pêche parce que le Maroc a fait la pression. Et après, il y a un harcèlement total vers certains députés que nous défendons la cause sahraoui. Il y a un harcèlement du Maroc vers nous. Ils nous insultent. On a eu déjà une commission parlementaire dans le Parlement du Maroc avec les noms déterminés de tous nous pour que nous travaillions pour une cause légitime et légale en plus. C'est légitime et légal. Et la légalité, ça la donne par notre intervention ici, la donne le tribunal de justice de l'Union européenne. Con esta última intervención, with my last speech, with the speech avec l'intervention de nos collègues, de personnes qui ont vraiment une grande lutte sur la cause sahraoui, on vous invite à tous à rassembler la manifestation qu'on aura lieu à côté dans un jour que c'est vraiment intéressant ici pour les Schumann, non? Dans une demi-heure. Les Schumann, non? Oui, c'est quoi la rue Bachkiri? Petite rue de la Loi. Ah, Petite rue de la Loi, À côté à du midi. bâtiment de Monsieur? Madame Callas. Non, c'est fini.
But in a, We have no time. We have to only 1 minute, because he was with my hand. Okay. Because it's half an hour. Yeah, we have to go. We can speak now, but thank you. No, later, because the room should leave for the parliament. The other conference is coming. But we can speak directly, way. bilateral on the way.